Interpares, c'est le numéro 4. Et le numéro 4, il va s'agir d'un livre qui vient de paraître. L'Arachébel de Lou d'Arsan. Et l'Arachébel de Lou d'Arsan, c'est, je crois, alors je vois que c'est la deuxième impression du livre. Je l'ai acheté à Rennes, de passage. C'est un livre dont j'avais déjà entendu parler et je me suis dit que j'allais l'acheter. C'est aux précieuses éditions de la Contralée. Et c'est, je crois, c'est ce que je cherchais, son premier livre. Voilà, L'Arachébel est son premier roman. Lou d'Arsan est nomade et écrivaine. Née en 1987, elle poursuit les études de lettres modernes puis exerce le métier de libraire quelques années. Voilà ce que l'on peut lire, notamment sur le rabat de la 3e de couverture. Alors c'est un roman qui part en fait d'une première partie dans lequel on a un portrait de femme, probablement une jeune femme, une épouse, emprisonnée en fait dans la conjugalité. C'est pas dit comme ça, c'est exprimé de l'intérieur d'une manière à la fois très poétique et très traumatique. C'est vraiment une écriture du trauma. Et elle décide de s'arracher, comme on dit en français contemporain. D'où le titre, L'Arachébel à la place de L'échappée belle. Elle s'arrache et donc elle part dans une errance avec juste un peu d'argent qu'elle a pris et elle se lance dans une espèce de vie de clochardisation et de vagabonde qui n'est jamais, là encore, regardée de l'extérieur mais totalement perçue de l'intérieur. Et donc l'écriture de Lou d'Arsan, elle essaie de tracer cet itinéraire-là et je vais vous lire 2 extraits afin de vous expliquer pourquoi. Je vais vous parler des 2 livres qui viennent après, puisque dans Interpares, je ne le répéterai pas à chaque fois, mais maintenant j'espère que tout le monde commence à bien prendre ses marques. Dans Interpares, je parle d'un livre que je viens de lire, les livres que d'habitude je traitais dans Je range mon bureau, et c'est une occasion en fait de faire une sorte de décalage, de déplacement sur des livres que j'ai lus il y a beaucoup plus longtemps, parfois très longtemps, on va voir ça. Elle se déteste et se rêve pur ornement, sage et somptueuse, végétale plutôt que bête. Arbre, elle dominerait les orangeries par ses effluves, décorerait le sol des flocons de ses fleurs tombées. Il faudrait qu'elle soit taillée et tuterée pour donner de beaux fruits. Ses branches heurteraient les vitres de la serre. Ses fleurs ne seraient fécondées par aucun des insectes tropicaux que nécessiterait sa reproduction. On l'aspergerait sans cesse d'engrais et de fongicides. Pour qu'elle survive, elle s'épanouirait quelques années, mais en secret flétrirait et saurait les canaux qui sèchent en son cœur et les poches de sève qui poussent sous sa peau, prêtes à exploser et à répandre leur poison. Quand il pleut, elle se voudrait mancenilier. Elle reste un monstre, elle nourrit un monstre. Un monstre vit en elle, elle le mange. Elle muselle. Elle lustre la carapace du monstre avec sa salive, les écailles brillent, elle tait ses fièvres et ses nuits. Elle le promène quand tout dort. Elle pousse des cris silencieux. Pour se taire, elle enfonce ses ongles dans ses bras et ses cuisses. Des demi-lunes rouges et bleues fleurissent sur son corps, puis disparaissent. Elle voudrait être fragile, forte, distinguée, vulgaire, tendre, spirituelle, cultivée, artificielle, sincère. Elle pense être violente, elle ne sait pas si cela la définit, elle fait le contraire de ce qu'elle dit, elle ne sait pas qui elle est, elle ne voit qu'un trou où elle tombe. Ça, c'est page 32-33, c'est au début du livre. Et donc c'est cette écriture en fait de la maladie mentale, on pourrait dire, de plusieurs formes en fait de diffraction, de rupture par rapport à l'anormalité avec beaucoup de guillemets. Et ça m'a fait penser à un livre récent quand même, j'en ai parlé il y a 2 ans, dans les séries Je range mon bureau, c'est un des derniers livres d'Ananda Devi, l'immense romancière et poète mauricienne Ananda Devi, dont j'ai souvent parlé déjà, Manger l'autre. Et Manger l'autre, c'est un portrait effectivement d'une fille qui, elle, est une adolescente et qui finit en fait qui a un trouble, c'est comme ça que c'est défini médicalement, un trouble alimentaire et qui finit en fait par se dévorer. Au sens strict, littéral. Et effectivement, la manière dont Lou d'Arsan, dans ce passage, décrit la perception du corps qui donne lieu à une sorte d'auto-perception comme de quelqu'un de monstrueux et comme d'un corps qui est à consommer, d'un corps qui est soit consommé par les autres, usé, en quelque sorte élimé par les autres, soit à dévorer, m'a vraiment évoqué Ananda Devi. Alors comme j'essaie de faire des vidéos plus courtes, je vais essayer de ne pas dépasser 10 minutes, je ne lis pas d'extrait d'Ananda Devi, mais je vous renvoie à ma précédente vidéo, puis bon, à tout ce que vous pourrez trouver sur le web, sur Manger l'autre, c'est pas ça qui manque.
Et puis, la suite du texte, et je vais vous lire un autre extrait de L'Arachébel. Alors, il y a un extrait qui est assez beau, donc, qui est à la page 99, je le signale pour ceux et celles qui auraient le livre. Voilà, j'ai bien aimé le passage de la page 99. Je reste énigmatique, je n'en dis pas plus. Mais je vais vous lire un autre passage, et qui là, en fait, m'évoque un autre texte sur lequel on va revenir. Une boîte aux lettres rouillée gît à l'entrée. La porte vermoulue est entr'ouverte, les fenêtres sont intactes. Personne ne répond à son appel. À chaque étage, une porte perce le mur mitoyen aux deux maisons. Les niveaux ne sont pas alignés. Quelques marches bringue-balles à chaque percée. Les pièces sont toutes un double. 2 cuisines, 2 salles de bain, 2 caves et 2 greniers. L'agencement est illogique. Les meubles ont disparu. Il ne reste que des coupures de journaux. Des poupées démembrées, pas de casseroles, des bibelots brisés, une malle de cabine, un tableau en canevas poussiéreux, un escarpin, des brochures d'agences de voyage, des cadres sans tableau, pas de photographies, des canettes de bière et des boîtes de conserve vides, toujours scellées, une boîte de tapioca, tipiac, et un bocal de cerises à l'eau de vie. Et alors, c'est un passage vers la fin du livre dans lequel, effectivement, le personnage principal s'arrête pendant quelques jours dans cette maison abandonnée, et elle va ensuite au marché, enfin, elle côtoie un petit peu le village d'à côté, ou la petite ville d'à côté, et puis elle finit par renoncer, par s'arracher à nouveau. Donc elle n'arrête pas de s'arracher, hein, elle s'arrache. C'est vraiment la ligne presque de fuite, hein, le fil rouge un peu du livre, de ce livre de Lou d'Arsan. Et ça, la découverte de la maison abandonnée, avec les boîtes de conserve, etc., peut-être que pour certains d'entre vous, ça vous ferait peut-être penser à La Route de Cormac McCarthy, The Road, très connu, un des grands romans post-apocalyptiques du début du XXIe siècle, puis très connu à cause de l'adaptation cinématographique, qui n'est pas mal d'ailleurs. Et puis moi, quand on me parle de Cormac McCarthy, je suis toujours énervé, parce qu'il y a un livre que je porte, mais 10 fois plus haut en termes de dystopie et de livres post-apocalyptiques, et j'ai déjà bassiné beaucoup de gens avec, à tel point que j'ai cherché le livre en anglais sur mes étagères, je ne l'ai plus, j'ai dû le passer, on ne me l'a pas rendu. Faut que je me rachète. Quoi? Wittgenstein's Mistress. Je suis content parce que c'est la première fois que j'ai l'occasion en vidéo de parler de la maîtresse de Wittgenstein. Et la maîtresse de Wittgenstein, alors c'est une différence fondamentale avec l'Arachébel, c'est que dans l'Arachébel, il n'y a pas de temporalité, on n'est pas dans un monde différent d'une autre. Dans la maîtresse de Wittgenstein, on finit par comprendre que cette narratrice, elle vit dans un monde dans lequel elle est la seule survivante. Je suis désolé, je vous l'ai spoilé. Bah, vous essaierez d'oublier, hein, et puis au moment où vous le lirez. Et elle écume le monde, en fait, et elle se sert en fait de l'essence qui reste dans les voitures, etc., etc. Et elle parcourt le monde. Et en parcourant le monde, elle énumère à la fois ce qu'elle voit et ce qu'elle visite, et puis tout ce qu'elle se rappelle. Elle essaie de se remémorer un maximum de choses. Et c'est très beau parce que ce livre de Markson, il ouvre toute la série des derniers livres de Markson qui sont composés entièrement d'aphorismes et de petits souvenirs culturels. Et donc là, pour moi, il y avait là une sorte de parallèle extrêmement contrasté entre ce texte qui reste totalement de l'intérieur de la perception du personnage, avec une vraie attention réelle, et puis ce livre qui est déjà un livre du basculement dans un autre type de folie, qui est que le réel autour ne fait plus sens et que la narratrice est obligée de se réfugier dans sa perception. Et c'est intéressant que David Markson, écrivain très mascu par plein de côtés, il ait choisi une narratrice pour ce personnage-là. Et donc j'avais décidé de vous lire un extrait dans la traduction, donc, puisque je n'ai pas retrouvé l'original, dans la traduction de Martin Winkler chez POL. Ce taxi-là n'a pas bougé depuis que je suis arrivé sur cette plage d'ailleurs. Et il ne bougera pas en l'occurrence avec ses 4 pneus à plat. Et ses roues sont profondément ensablées en plus. Les pneus de la fourgonnette sont en bon état, mais cela, naturellement, je les vérifie. Il y a une pompe sous le siège, au cas où. Mais je me demande à présent si je n'ai pas négligé de recharger la batterie ces derniers temps. Je viens de sortir pour aller jusqu'à la fourgonnette. En fait, c'est au ruisseau que je suis allé. La fourgonnette est juste à côté. Je suis allé chercher la cruche, c'est le nom que je donne au pot à eau. Avant de la rapporter, je l'ai vidée et remplie à nouveau. L'eau avait déjà tiédi de son séjour au soleil. L'eau du ruisseau est toujours fraîche, cela dit. J'ai rapporté du lilas aussi. C'est à John Bez, je crois, que j'aimerais dire qu'on peut à présent s'agenouiller et boire l'eau de la Loire, ou du Pô, ou du Mississippi.
L'hiver, lorsque vient la neige et que les arbres inscrivent leur étrange calligraphie sur la blancheur, mon sentier jusqu'au ruisseau est parfois la seule autre démarcation. Voilà, un extrait de ce merveilleux, magnifique livre, pour moi vraiment un des grands chefs-d'œuvre, qui est Wittgenstein's Mistress, ici dans la traduction française, ça arrange peut-être ceux qui n'aiment pas trop m'entendre causer anglais, la traduction de Martin Winkler. Et donc c'était l'occasion de rappeler un petit peu Ananda Devi, autre très importante écrivaine, et puis donc une nouvelle venue qui débarque, c'est la débarque est belle, c'est Lou Darsan.